aujourd'hui on va commencer avec un petit mea culpa. J'ai mentionné dans mon CMM et mon en bref numéro 1 que les noms de Solm étaient juste exotiques et sans réelle signification parce que... c'est le cas des noms anglais. Mais entre temps on m'a fait savoir que les noms japonais ont en réalité tous des noms de desserts, comme le panettone et l'affogato, ce qui est instantanément beaucoup plus rigolo et donc je rétracte ce que je disais à ce sujet. Sur ce, temps que j'ai votre attention, cette série a eu un succès auquel je ne m'attendais pas, donc j'en profite pour faire ma pub parce qu'ils sont tous sortis. Si vous aimez mes vidéos, je ne peux que vous inviter à regarder mes en passif bref sur Live. Ce sont les vidéos que j'ai préféré faire depuis le début de ma chaîne YouTube et elles sont prévues pour les gens qui ne connaissent pas le jeu, donc n'hésitez pas. Bref, voilà la vidéo que vous êtes venus voir. Chose promise, chose due, dans cet épisode, nous allons commencer par voir la suite de l'histoire du DLC de Fire Emblem Engage. La dernière fois, Nel avait tué Diamant et Alchrist dans notre dos. Cette fois, on nous apprend qu'Ivy et Timéra sont en train de se fighter. Donc on va les arrêter avec notre petite équipe, et vu qu'on ne gagne pas d'XP, on file à toute vitesse sur les boss pour en finir rapidement, sauf que Nil, putain, tu sers à rien. Une fois qu'on a battu Ivy et Timéra, elles s'affirment toujours ennemies et ne comprennent pas qu'on prenne l'un ou l'autre de leur côté. Après tout, Timéra se bat contre Elusia et le dragon déchu, alors pourquoi on ne la rejoint pas? Parce que Nel à la dalle les bouffe toutes les deux. Et là vient la partie que j'ai trouvée la plus mal foutue de ce DLC. Il s'avère qu'en réalité, Nel tuait les personnages principaux de l'histoire principale parce que dans cette réalité, ça fait bien longtemps qu'ils sont morts et qu'on affrontait des aberrations qui n'avaient aucune idée de ce qu'elles étaient. Les aberrations, ce sont les ennemis qu'on affronte depuis le début du jeu. En gros, ce sont des cadavres réanimés dépourvus de volonté propre. Et elle aurait fait ça dans notre dos pour qu'on n'ait pas à voir nos alliés mourir. J'ai 3 objections. Objection 1, dans ce cas, pourquoi les avoir bouffés là? C'est un petit peu l'exécution publique la plus traumatisante qu'elle aurait pu choisir. Objection 2, quand j'ai fait ce DLC, ce n'était pas le cas, mais là je suis après le chapitre 22 et je m'imagine bien Aléar en mode... Alors une aberration qui fait pas le moindre mal, c'est pas forcément un ennemi. Et les tuer comme ça alors qu'ils ne nous voulaient aucun mal et savaient pas ce qu'ils étaient... C'était particulièrement immonde. Objection 3. Show, don't tell. Montrez, ne dites pas. Rien avant ce chapitre ne sous-entend que ces personnages sont des aberrations. C'est une révélation pour nous dire qu'en fait, Nel est gentille. Sauf qu'il y a tellement rien qui nous l'indique visuellement, ou au niveau de leurs actes ou paroles, qu'en vrai, elle aurait pu nous mentir éhontément et on n'en saurait rien du tout. Et du coup, cette révélation tombe totalement à plat. Et j'ai regardé Nel avec des yeux plissés jusqu'à la fin de l'histoire, alors même qu'elle se sauve parce qu'elle ne supporte plus de voir Aléar, qui ressemble tellement à son Aléar, mais n'est pas lui, et que pendant ce temps, Nil nous révèle assez tranquillou être le vrai méchant de cette histoire, et nous kidnappe. Il s'avère qu'il se faisait tout le temps maltraiter jusqu'au jour où il a révélé un pouvoir incroyable et a été remarqué par Sombron. Et en fait, s'il était si nul au combat, c'était parce qu'il se retenait pour donner l'air d'un petit innocent. Je suis entre le traité de sac à merde et éclaté de rire parce que pour le coup c'était bien joué. En tout cas, les 4 Zéphyrs retrouvent Nel et la réconfortent, mais quand ils reviennent, Nil prétend que nous nous sommes fait capturer et qu'il a dû prendre la fuite, et il les emmène là où il nous aurait emmenés. Sauf qu'en fait, il s'agit d'un piège, et les 4 Zéphyrs se sacrifient pour permettre à Nel de partir à notre rescousse. S'ensuit donc une carte où Nel est seul face à Nil, et Aléar inutilisable, et qui va se prendre des attaques régulièrement tandis que l'équipe conforme sera à l'autre bout, et que les chemins seront pas simples à emprunter. Que faut pas non plus que Nel meure, et qu'avant d'arriver à Nil, il y a Hortensia et bonjour mon beau, qui est maintenant terrifiant Holy Damn. Lui pour le coup il fait flipper en tant qu'antagoniste, et je le crois quand il me dit des choses comme ça. Aussi apparemment c'était lui dans la première map du DLC, moi qui avais été intriguée à l'idée de voir son design entier. Bien sûr que ça va être la version DLC du perso qui est mon design favori du jeu. Mais bon, Nel arrive à vaincre son frère jumeau, et alors qu'on court sauver les 4 Zéphyrs, on arrive trop tard. Cependant, Mauvier, le héros qu'il est, se sacrifie et sauve les 3 autres à l'aide d'un bâton de téléportation. Enfin, ça Nel ne le sait pas, parce que Nil la kidnappe et nous enjoint à le retrouver à Somniel, la version délabrée de Somniel qui nous servira de map finale pour le DLC. Là-bas, nous avons une longue cutscene entre les jumeaux et au cours de cette conversation, on commence à voir, et c'était ça que je voulais dire quand je parlais de Show Don't Tell, que quelque chose cloche chez Nil. Il y a des phrases qu'il prononce qui n'ont pas de sens. Soudain, il mentionne vouloir que Nel le tue. Après, il veut accomplir les objectifs de Sombron. Et finalement, on se rend progressivement compte que Nil n'est en fait pas maître de lui-même. Quand Sombron l'a remarqué, il lui a imposé son influence, de façon magique.
Neil a donc commencé à prendre des décisions, plus parce que c'était ce que Sombron voulait, que parce que c'était des décisions qu'il comptait prendre. Il y a deux influences au fond de lui qui s'affrontent, contradictoires, mais que lui-même a du mal à saisir, tant Sombron a planté ses griffes profondément en lui, au point de lui faire croire que c'est son objectif. Le reste, en revanche, se hait profondément et ne souhaite faire de mal à personne. Je voudrais d'ailleurs prendre ce moment pour féliciter le comédien japonais de Neil, qui passe entre voix assez légère et innocente à voix grave et agressive, avec 1000 nuances au milieu pour nous montrer tout ce qu'il y a au fond de lui, entre l'enfant maltraité, la digne engeance du dragon déchu, et la personne sérieuse et sombre mais avec un bon cœur, qui a commencé à naître sous ces personnages qui ne le reflètent ni l'une ni l'autre entièrement. Nous arrivons à la rescousse et s'ensuit la map la plus originale du jeu. C'est une carte où il vous faut fuir et abattre les ennemis au passage, car après quelques tours, Neil détruira la plateforme sur laquelle il se trouve et absorbera tous les ennemis qu'il tuera au passage, augmentant ainsi sa force. Vous devez donc vous casser avant de faire partie de ceux qu'il tue, mais aussi essayer autant que possible de ne laisser aucun ennemi derrière vous, ce qui est très stressant, mais aussi extrêmement fun. Et puis ça vous donne l'occasion de réaffronter des aberrations de tous vos anciens alliés et de chialer tant ils sont déprimés, à bout, et à attendre avec impatience une mort véritable qui les laissera enfin reposer en paix. Excellente map, sérieusement. Une fois vaincu et ses pulsions influencées par Sombron un peu calmées, Neil explique la situation plus en détail. Il s'avère que Neil n'est en fait pas Neil. C'était un autre des enfants de Sombron qui ressemblait beaucoup à Neil et s'entendait très bien avec lui. Lorsque Neil est mort, ses derniers mots ont été de demander à ce faux jumeau de prendre sa place afin que sa sœur ne soit pas seule. Et maintenant, il tente de pousser Nell à le tuer, affirmant qu'il a mené ce monde à sa ruine et que si on ne l'élimine pas, il recommencera. Nell répond alors qu'elle a toujours su qu'il n'était pas Neil, mais qu'elle a joué le jeu, à la fois pour lui et pour elle-même, et qu'au fur et à mesure des années, le lien qu'elle a tissé avec lui était sincère. Il n'est peut-être pas Neil, mais il n'en est pas moins son frère. Et Nell a dû tuer beaucoup trop d'anciens alliés. Elle choisit donc de retourner sa propre arme contre elle-même afin de briser leur malédiction et mettre fin à l'influence de Sombron. Avant de mourir, elle lui demande son véritable nom, et il n'a pas le temps de répondre. Le fait que le jeu nous le fasse l'écouter hurler son véritable prénom, Rafale, plusieurs fois pour qu'elle puisse l'entendre avant de s'admettre que c'est trop tard. Oui bon ok, j'avoue, j'ai chialé comme une madeleine durant toute cette cutscene de fin. Je suis faible face aux histoires familiales tragiques, que voulez-vous? En tout cas, Rafale refuse de ne pas subir les conséquences de ses actes et, influence ou pas, décide de porter le poids de la ruine de ce monde sur ses épaules dans une scène d'une maturité que j'aimerais que plus de médias aient honnêtement. Et en pénitence, il décide de faire ce que Lumera a fait à Aléar et de passer les 1000 années suivantes à donner son énergie vitale à Nell pour qu'elle puisse revenir à la vie. Aléar lui demande, lorsqu'il aura fini, de quitter ce monde mort et de la rejoindre avec Nell, ce qu'il fait lors de l'épilogue. Bien sûr, on récupère également les 3 éthers survivants, ce qui mènera probablement à des dialogues rigolos en jeu. Bah dis donc, ça c'était une fin de scénar. J'ai vraiment beaucoup aimé ce dernier chapitre. Mais bon, maintenant on va retourner au scénario principal. Ou pas, parce qu'en fait là j'ai envie d'aller chercher les bracelets de ce monde dans les annexes divines, pas vous? Vous devrez toujours commencer par Tiki, et son annexe est une carte couverte de glace avec des coffres à 2 endroits et la bosse à un 3e. C'est une carte sympa, avec une ambiance très originale, et je regrette de ne pas avoir Mars parce que l'affronter avec aurait pu être fun, et Lucina n'a pas de réplique avec elle. Mais en tout cas, laissez-moi vous dire que Tiki va me carry jusqu'à la fin du jeu. Que ce soit avec Louis ou avec Anna, Tiki est surpuissante, résistante, rapide, et elle peut donner une vie supplémentaire à vos personnages par fusion. Ce que je donne toujours à Aléar par défaut vu que c'est le seul personnage que je n'ai pas le droit de perdre en mode sans permanence. On est très heureux de t'accueillir parmi nous Tiki, mais passons au suivant. J'ai par la suite fait la carte pour récupérer Hector de Blazing Blade, le bestie d'Hollywood, l'un des rares personnages avec la classe Grand Lord, à ne pas être le héros de son jeu, mais le meilleur ami de celui-ci, et qui là s'est apparemment planqué au fin fond d'une grotte avec du poison partout. Sérieux, si vous voulez pas vous faire empoisonner, vous devez vous trouver sur la même ligne ou colonne d'aucune d'entre elles. Ce qui est pas loin d'être impossible vu à quel point elles sont partout, on en loupe toujours une. Et vous je sais pas, mais moi j'avoue que j'aurais pas associé Hector avec du poison. Mais soit, on est ravis d'avoir maintenant cet énorme tank qui est sans rire l'emblème qui me botte le plus souvent le cul dans l'arène avec cette espèce de dieu vivant. Après, on va être honnête, l'altération d'état poison a été vachement nerf dans ce jeu. En 3e lieu, j'ai commencé à lire les descriptions de chaque annexe parce que j'ai acheté ce DLC pour un personnage avant tout, et que je vais donc aller le chercher le plus vite possible, et exactement comme je n'aurais jamais associé Hector à du poison, je vais pas vous mentir que Zone Volcanique qui fait passer Eilel pour une promenade de santé n'était vraiment pas ce que j'associais à Soren. Il me semble qu'il y a en effet une carte dans un volcan dans Radiant Dawn, mais j'en suis même plus sûre en fait.
Ce dont je suis sûre en revanche, c'est que notre petit stratège revêche a choisi cet endroit pour nous faire chier autant que possible. C'est l'évidence même, il ne veut pas qu'on le dérange. Alors si tu t'arrêtes sur un cratère, tu prends des dégâts, et plus le temps passe, plus il y a de brouillard qui te gêne. Ce qui est con, c'est que si tu le fais affronter quelqu'un qui a Ike, il est tout embêté, puisque vous savez, pour les gens qui n'auraient pas fait ces jeux, Soren est... J'ai cherché une façon de ne pas dire fou amoureux, mais soyons honnêtes, Soren est fou amoureux d'Ike et il lui voue une loyauté sans faille. D'ailleurs, au début de l'annexe, il nous envoie chier parce qu'il ne donne son allégeance qu'à une seule personne, et cette personne, c'est Ike. Donc oui, quand on le bat et le récupère, on a cette petite cinématique où il nous fait remarquer que s'il avait su que Ike était là, il n'aurait pas hésité à nous rejoindre. Leur conversation est trop chou, et je suis peut-être biaisée, mais leur relation est honnêtement toujours ma favorite de la franchise, alors je profite. Par contre, la voix toute douce de Soren en japonais, c'est adorable, mais ça me fait trop rire. Non, parce que pour le coup, en anglais, il a en effet l'air de se retenir de t'envoyer chier en permanence, et ça colle tellement au personnage que je ricane comme une conne. Very well. Prove you're strong enough to be worth my time, and I'll consider it. Bref, ce petit interlude terminé, notre prochaine annexe divine sera celle de Veronica, personnage du jeu mobile Fire Emblem Heroes. Déjà, j'ai des objections, je vais pas mentir, parce qu'ayant joué au jeu mobile, Veronica obtient ce design après s'être plus ou moins ralliée à Askr, et donc avoir arrêté d'avoir la caractérisation que justement elle affiche là. Quand elle agit comme elle le fait dans la cutscene, normalement elle ressemble à ça. Ceci dit, on arrive à la map et... Oh oui, oh cette musique. Entre ça et tout le concept franchement sympa de la map, qui te fait séparer ton équipe en deux, pour activer en même temps plusieurs mécanismes qui forceront les îles volantes à se rejoindre, je vais pas vous mentir que c'est très probablement ma carte préférée du jeu. Bien joué N-Gage, très bien joué. Notre prochaine carte sera celle de Chrom et d'Araen, qui sont si inséparables qu'ils sont un des 3 seuls emblèmes avec plusieurs personnages. Les autres c'est quand même d'un côté pour éviter une guerre de fans, et de l'autre des jumeaux. Spoilers vu qu'on les a pas encore rencontrés dans le jeu. Une autre carte assez intéressante en soi, puisqu'il faut détruire des cristaux pour pouvoir rejoindre les boss, mais elle est finalement plutôt simple comparée aux précédentes, et donc on la termine sans encombre. Pour conclure, nous avons l'emblème de Camilla, et sa carte est... infernale. Il n'y a qu'un seul chemin si tu n'utilises pas trop d'unités volantes, ainsi que des renforts régulièrement. Tout plein d'unités, l'endroit est immense, bref, seule et unique map qui a failli me faire rager. Mais avec ceci, nous avons officiellement fini les annexes divines et possédons tous les bracelets. Il ne nous reste plus qu'à récupérer les anneaux qu'on a perdus. Bon, c'est pas la fin des annexes par contre, parce qu'il y aura ceux des autres emblèmes, qui pour le coup seront beaucoup moins originaux, mais resteront plutôt sympatoches. Néanmoins, maintenant que ceci est fait, revenons au scénario principal. Pas très longtemps, parce que je pense qu'on a déjà eu un épisode vachement long, mais je vais pas vous laisser avec un épisode sans avancer dans l'histoire du jeu, hein. Après tout, c'est pas comme si j'étais 1000 fois plus investie dans le fait de réunir Camilla et Corinne ou Ike et Soren que dans le scénario du jeu, donc je ferai absolument pas ça, hein. Alors, dans le scénario principal,